Je remercie la SFA de m'avoir invité et surtout Karim Basbous qui m'a encouragé à plusieurs reprises. Et d'autre part, je voudrais dire que compte tenu de la situation présente de l'architecture, mais de la politique ou de l'Europe telle qu'on la vit, j'ai fait évoluer un peu mon propos, à savoir que j'aurais plutôt tendance à l'appeler l'imagination, à faire un travail sur l'imagination architecturale, de la naissance de l'intérieur à sa quasi-disparition. Effectivement, c'est cette première photo parle d'Imhotep. Bon, c'est parce que, d'une part, je vous rappelle qu'Imhotep est le premier architecte et il est en quelque sorte le fondateur de l'architecture. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes études, on nous disait qu'il est le fondateur de l'architecture parce que il a décidé un jour de construire en pierre, ça s'était jamais fait. Et donc à partir de ce moment-là, il fonde l'architecture comme un art pour la pérennité. Mais j'ai eu la chance exceptionnelle d'aller là il y a très très longtemps, c'est une photo très très vieille, mais c'est moi qui l'ai prise. Et c'est vrai que sur place, il y a un phénomène stupéfiant, c'est-à-dire qu'on marche, on est dans la zone alluvionnaire du Nil, et à un moment donné, en 5 cm, on peut dire, on passe de l'alluvion au sable, et c'est là où Imhotep s'installe pour produire ce travail que vous voyez un petit peu échelonné. Donc il y a, si j'ai voulu parler d'Imhotep, c'est parce que c'est le lieu, certes, de la fondation de l'architecture, mais la fondation de l'architecture comme limite, c'est-à-dire que comme deux états, comme forme célébrant deux états de la planète, d'un côté la zone alluviaire et de l'autre côté le sable. Et à partir du moment où le sol crée deux états physiques, eh bien, on a deux états spatiaux donc, dans lesquels vont s'engouffrer intérieur, extérieur, privé, public, sacré, et tout ce qu'on connaît. Donc, en même temps qu'il crée la pierre, il crée la limite, et une limite qui est liée à un phénomène naturel. Donc, il est une source aussi de l'imagination, en termes de mimétisme, ou plutôt de réponse à un fait naturel. Cette idée de entre architecture et nature va être évidemment à une espèce de permanence que nous allons, auquel nous allons traverser pendant des années. Ici, c'est la nature qui donne des règles à l'esprit, qui est l'imagination architecturale. Et évidemment, je dois dire qu'avant de venir ici, j'ai eu un trouble, parce que ceux qui ont lu peut-être Le Monde il y a 3 semaines ont découvert que maintenant, il y a une nouvelle théorie archéologique auquel je ne pouvais pas connaître, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y avait un bras mort caché du Nil qui aurait été découvert. Donc, comme en toute rigueur, je voudrais dire que je suis pas un grand scientifique, mais j'ai lu ça, donc je suis obligé de vous le livrer. Alors, c'est vrai aussi que je suis très concerné par un phénomène qui est quelle est l'origine de la forme en général. Et pour des lustres et pendant des années, on a parlé de l'imitation de la nature. Certains ont parlé
comment ça s'appelle, de simplification. Et c'est vrai que moi je suis l'adepte d'une thèse, c'est que quand on voit un chapiteau dorique, qu'est-ce qui peut générer une telle forme, qui est quand même notre lait maternel, hein. Eh bien, moi je suis collectionneur de squelettes d'oursins. Et il est évident que la courbe du squelette d'oursin et l'échine, parce que évidemment c'est une échine, hein, c'est quelque chose qu'on touche, et toute personne qui a touché l'échine d'un chapiteau dorique s'interroge sur d'où est-ce que ces gens-là ont pu tirer leur inspiration, leur imagination. Et c'est vrai que je trouve que jusqu'à ces moments-là, on peut penser que c'est une réduction du phénomène naturel qui est à la source de la forme architecturale. Alors c'est vrai que, comme je pense que dans cette salle, il y a quand même pas mal de gens qui sont architectes ou qui ont un rapport à avoir un rapport, on a tous, non j'exagère, mais on connaît une petite histoire de l'architecture qui est quand même très sympathique, où on aurait aimé être, hein. On voit Brunelleschi et son copain Donatello, ils ont une échelle sur l'épaule, hein, et ils vont faire des fouilles à Rome. Bon, on aurait aimé être là, avec deux copains, là, bon. Mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention sur le sens de cette image ou de cette histoire. C'est-à-dire, et il y a Françoise Véry qui est là, qui va bien voir d'où je vais tirer ça, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ces deux-là sont partis faire des fouilles, hein. Ils n'en ont rien à foutre de savoir si le mur romain il passe comme ça ou il passe comme ça. Ce n'est pas des postmodernes et des historicistes de l'architecture pour savoir s'il faudra faire une articulation avec une ruine. Non, ce n'est pas ça leur sujet. D'une part, le sujet important, c'est que la fouille, l'archéologie, c'est l'accès à l'intérieur. Comment peut-on connaître l'intérieur des choses? On ne rentre pas dans le privé, on ne connaît pas l'intérieur. Dans le fond, une ville, c'est le plan archéologique qui donne l'intérieur. Donc, en allant à Rome, non seulement il s'intéresse à l'intérieur quelque part, mais surtout c'est un travail philologique. C'est-à-dire pourquoi ils veulent savoir dans la division modulaire de l'espace intérieur, comment fonctionnait à Rome le rapport des ordres classiques les uns avec les autres. Donc ils sont dans une quête philologique des signes architecturaux pour exprimer la division modulaire. Il ne faudrait pas que je prenne du retard. Hein. Donc, dans la division modulaire de l'architecture. Donc, je vous rappelle, donc Brunelleschi, ce n'est pas une fouille archéologique, c'est un travail philologique sur la division modulaire. Comment on peut, en plus, cette division modulaire, comment elle va s'articuler avec l'harmonie du corps pour donner une consistance à une intériorité. Et non seulement ceci, mais si vous voulez, évidemment, apparaît à travers l'hôpital des Innocents, que vous voyez là, quelque chose qui est, je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas assez travaillé sur la question, mais on voit que se profile l'idée de l'instauration d'une institution qui, et en ce sens, qui est celle des hôpitaux des Innocents, qui sont fondés sur vous voyez que rien que dans le plan, hein, le rôle de la division modulaire dans les espaces, et évidemment, l'instauration, ça nous renvoie à un monsieur qui s'appelle Alberti, hein, qui évidemment ça ne conçoit l'architecture que pour une catégorie, j'allais dire, de vivants qui savent parler. Hein. C'est-à-dire que d'abord,
hein, l'homme par rapport aux autres, il est doté du langage. Et donc, dans la question philologique que cherchent M. Brunelleschi et M. Donatello, il y a la question du langage. Et c'est vrai, voilà, je dois vous faire une autre aparté. C'est que j'ai été enseignant et dans cet exposé, j'ai été très intéressé parce que ça a eu à voir à ce que certains ont connu dans l'enseignement. Mais c'est vrai que la philologie, le problème du langage, n'était pas un propos très important pour moi parce qu'il avait été quelque part accaparé par les philologues ou les linguistes ou la pensée structuraliste et qu'on était considéré face à ça comme des maçons, quoi. Hein. Bon, disons-le. Et c'est vrai que c'est en faisant ce travail que je suis obligé de parler d'un domaine qui ne m'est pas totalement familier. La question philologique va, et la question de l'imagination va ici déborder très lourdement et je vais être obligé d'essayer de clarifier ma pensée. D'une part, évidemment, ce n'est pas ma pensée, hein, c'est quelque chose qui vient de la chance que j'ai eue de rencontrer des gens qui m'ont parlé d'un homme qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a traité de tous les phénomènes de création. Et dans la création, il y a l'imagination. Et c'est vrai que j'ai choisi de traiter ça aujourd'hui parce que je trouve que l'imagination n'est pas du tout au pouvoir. Alors, chez Ricoeur, il y a un mot sublime. Si vous voulez, je suis content parce que ces mots, ils ont été employés dans les deux. Il y a des mots qui ont été employés dans les deux exposés précédents, et ça me dit que je ne suis pas totalement out, quoi. Le mot, c'est la métamorphose vive. Dans le fond, pour Ricoeur, la création linguistique se fait à partir d'un phénomène linguistique très important qui est la métaphore. Hein, je vais essayer quand même de préciser ce que c'est qu'une métaphore. Hein. C'est un transfert de sens par substitution analogique. Hein. Et ici, si vous voulez, nous sommes vraiment dans ce qu'est une métaphore vive. Piranèse, quand il dessine le plan des ruines du champ de Mars, ce n'est pas le champ de Mars, ça. Il n'y a rien du champ de Mars là-dedans. Hein? Il nous montre un lieu où il y a le Tibre, donc ça peut être le champ de Mars. Il appelle ça le champ de Mars. Ça veut dire que c'est le monde de la romanité et de l'Antiquité. Hein? Et comme le champ de Mars et l'Antiquité... Bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu la curie romaine, on connaît tout ça. La curie romaine, excusez-moi, c'est un rectangle. Hein. Or là, on a une profusion typologique de toutes les institutions possibles et imaginables. C'est une richesse typologique absolument infernale de toutes les centralités possibles et imaginables qui viennent s'entrechoquer les unes les autres. Dans le fond, l'intérieur, c'est l'intérieur de l'institution, mais il n'y a pas ni logement, ni un espace public là-dedans. Donc, on a une représentation d'une ville des Lumières. C'est l'imagination d'une ville des Lumières, c'est-à-dire que dans le fond, la démocratie, ça serait une ville qui serait faite des institutions républicaines, hein, qui vont de tout ce que l'on connaît, les tribunaux, les chambres délibératives, tous les systèmes, les aula magna, les universités, et bien là, on les a tous, alors que, si vous voulez, la curie romaine, c'est un rectangle. Hein. Donc, il faut bien comprendre que cette métamorphose
vive, c'est bien une manière de dessiner, de concevoir la ville des Lumières, en créant, en imaginant des typologies, et nous, on voit le résultat, et on voit un chaos invraisemblable quand même. Et donc, c'est pas du sens, on voudrait du sens. Vous voyez, pour finir, Chandigarh, c'est limpide, quoi. Là c'est vraiment absolument. Ça va non plus finir, quoi. Et je voudrais, évidemment, je suis déjà en plein. Bon, je voudrais dire que ce qui est important, c'est de penser que là, ne se pose pas le problème linguistique, au sens, il a accepté les ordres romains, d'une part, donc il ne faut pas le prendre comme forcément cette métaphore vive, métamorphose vive, elle est création de langage, mais pas forcément innovation linguistique au sens strict du terme, et d'autre part, on a cette ville des Lumières, elle se fait sans rupture technologique. C'est bien le mur romain qui fonde la ville des Lumières, c'est-à-dire une maçonnerie. Parce que, évidemment, dans la représentation de l'architecture, j'aurais dû en parler pour Imhotep, il y a la techné, c'est la technique, et vous avez vu que ce qui était dans la première image, il y avait un mur de pierre de taille, où on se demande comment... voilà, c'est dans le premier jour, je n'ai pas parlé de la corniche, mais bon, tant pis. Je voudrais qu'on pense bien que dans ce travail sur l'imagination, c'est pas moi qui le dis, c'est Ricoeur, il y a une certaine méfiance de la poésie. Parce que la poésie, c'est parler pour le plaisir de parler, des fois. On jouit de la plénitude du langage. Quelque part, on va créer des images d'une représentation d'une réalité. Et je voudrais vous citer, c'est ça qui est très important, je ne suis pas tellement habitué à ça, mais je le fais, une citation quand même de Mallarmé. Il va y en avoir deux, c'est la première, si j'oublie la deuxième, vous le ratez. À quoi bon transposer la merveille en fait de nature ou sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole, sans que rien n'émane d'un proche ou concret rappel de la notion pure. C'est-à-dire que Mallarmé lui-même, il n'est pas linguiste, mais le grand poète qu'il est, se méfie du phénomène vibratoire de la musique poétique, qui ne serait pas, qui serait une relative facilité, alors qu'il s'agit bien de traiter de la notion pure. Au passage, bon, je vous donne une définition, j'ai tombé comme ça, de l'architecture. Une métamorphose d'événements, une transfiguration de la réalité au moyen de dispositifs iconographiques médiateurs entre autorité et spectateur. En italien, il y a un mot bien meilleur, fruitore, jouisseur, quoi. Vraiment, c'est mieux, quoi. Bon. Mais vous voyez que apparaît déjà la question de la réalité. C'est que notre problème, c'est la réalité. Et dans le phénomène de l'imagination,
Oui, bon, enfin, on verra plus tard. Mais non, vous inquiétez pas. Ici, je voudrais essayer d'introduire. Vous avez vu que tout n'est pas forcément. Dans la chronologie, je ne fais pas un cours d'histoire. Hein. On est en dehors de l'histoire, là. Et pourtant, ici, on a devant nous le projet, le site. On est à Vérone, il y a la Dige, et on a le pur exemple d'un mur qui suit le cours du fleuve, donc le rapport naturel, c'est ce qu'on a bien eu avec, disons, Imhotep, avec la ligne, la lisière entre la zone du Nil, et d'autre part, ce qui est assez fréquent, c'est de continuer ce mur pour en faire une enceinte dans lequel on épaissit pour créer en quelque sorte une intériorité, avec une règle, une orthonormie. D'un seul coup, on fait émerger par rapport à le fil de la rivière, on fait émerger une orthonormie. C'est là où, dans le fond, à travers la métaphore vive qu'on a énoncée, la méfiance possible avec la poésie, il faut garder quelque chose qui est très important. C'est la fiction. C'est le travail de la fiction. Et tout à l'heure, Marty, il a commencé, quand il nous a parlé de la bibliothèque, que Alto avait fait des dessins des montagnes ou je ne sais pas quoi au soleil, quoi. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans le travail architectural, il y a une fiction. Il faut pouvoir produire un récit fictif dans lequel il va y avoir une énigme qui va permettre une intrigue. Et dans le cas de Castelvecchio, évidemment, le grand Scarpa va produire une intrigue qui est justement l'idée de l'histoire. Vous voyez le site, la Dige, que je vous ai montré, et vous savez que donc, pourquoi le récit est important? Parce que dans le récit, on a le droit à la négativité. Le récit, il peut être négatif. C'est ce qui autorise la démolition. C'est autour d'un récit que Scarpa a pu démolir l'angle pour révéler toutes les couches successives de la déconstruction de l'histoire. C'est un récit, une intrigue historique qui permet de révéler à la fois la source architecturale de ce bâtiment à travers la Dige et le tracé du mur de la Dige que l'on a déjà pressenti, et dans cette démolition, de révéler l'intégralité en quelque sorte du paysage, qui est légitimé par cette intrigue, et dans lequel il y a évidemment une proposition architectonique dont le langage n'est absolument pas mimétique du substrat architectural sur lequel il travaille, et qui a même une connotation, nous allons le voir tout à l'heure sur la modernité, d'un langage architectural d'une toute autre ordre. Bon, c'est-à-dire que... bon, mais là, pour aller un peu vite quand même, c'est-à-dire que ce qu'il fait, Scarpa, c'est que vous voyez le mur de la digue, et vraiment, il casse les murs perpendiculaires qui viennent dedans pour révéler l'ampleur de l'orthogonalité dans le cours de la dige. Vous voyez dans lequel c'est donc bien un récit qui met en action l'histoire, qui l'autorise à des démolitions
pour révéler cette historicité et cette sédimentation du site. Alors, bon. Maintenant, essayons d'arriver à un moment assez crucial. Quand on est un architecte jusqu'au XIXe siècle, on est ici dans une institution où il y a quelques signes qui révèlent qu'on a... Hein, il y a des, je ne sais pas si vous avez vu, là il y a un architecte de l'Antiquité, il y a Charles Garnier, tout ça. Bon. Hein. Tout architecte bien pensant doit avoir comme référence le terme de Caracalla. Hein. Si vous regardez les grands livres des grands maîtres, ils proposent tous une reconstruction des termes de Caracalla, et qui est un travail critique. Hein, c'est-à-dire leur interprétation, Palladio a une interprétation, et c'est une critique. Quand on est, nous, là, ici, hein, vous, hein, quand on est au début du XXIe siècle, nous, on doit avoir une pensée sur le pavillon de Barcelone. Alors, hein, le pavillon de Barcelone, c'est quand même le bâtiment le plus excitant qui soit. Hein, il a été construit à Barcelone. Les critiques architecturales qui ont visité l'exposition internationale, vous le savez, ne l'ont pas vu. Il n'y a pas un article de l'inauguration qui parle du pavillon allemand. Bon, après, il a été détruit parmi tout ça, et on pourrait faire remplir tout l'immeuble des maquettes que les étudiants d'architecture ont été obligés de se taper, hein, du pavillon de Barcelone que personne n'avait vu. Bon. Et jusqu'à maintenant, où quand même on peut faire le pèlerinage. Mais alors moi je me comporte comme tout le monde, je vais vous donner mon interprétation du pavillon de Barcelone. Ouais. Le pavillon de Barcelone... Non, je suis gentil, hein. C'est pas mon, on a une bande de copains. J'ai des copains avec moi. Hein. Donc c'est un problème linguistique. Le pavillon de Barcelone, rappelez-vous que Mies van der Rohe fait partie et membre fondateur d'une revue qui s'appelle ABC. ABC, ça veut dire qu'il veut fonder l'alphabet de la modernité. Avec l'alphabet allemand, hein, on a fait Freud, Marx et Hitler. Donc, hein, c'est bien un travail linguistique fondateur d'un logage potentiel qui pourrait nous rappeler de notre ami Mallarmé. En effet, maintenant je vous donne la deuxième citation de Mallarmé que je vous ai promise. L'incohérent manque autant de signification qui scintille en l'alphabet de la nuit. Quand vous regardez la voûte céleste, vous avez des étoiles. C'est magique. Mais ça ne constitue pas un langage. Vous ne trouvez pas un discours. Vous ne pouvez pas faire une recomposition d'un texte. Il vous est bien présenté un alphabet, hein, qui ne produit aucun message. Donc, l'idée de M. Mies van der Rohe, c'est de produire un alphabet. Alors, un point qui n'est pas à l'intersection de la résille pour montrer qu'il n'est pas seulement porteur, mais qu'il est, espace. Et puis après, on a un mur plein et un poteau, un mur plein et la distance du poteau. On va avoir 2 poteaux, 3 poteaux. On va avoir la transparence, la translucidité, le rapport des uns et des autres, vous comprenez, on a tout l'alphabet, et y compris la figure. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux manières de faire l'architecture, c'est la division modulaire ou la figure singulière. Hein.
Donc ici, on a l'alphabet du potentiel, l'ABC, l'alphabet du potentiel de la modernité, hein, qui est à partir du minimalisme. Bon, et évidemment, si je vous ai parlé d'Imhotep, je ne suis pas bien, je n'en ai pas bien parlé. C'est parce que, évidemment, Imhotep, en faisant cette construction en pierre, il invente l'ombre dans le désert. L'ombre dans le désert, c'est la première, c'est le minimalisme absolu de faire une intériorité. Vous êtes d'accord que si vous arrivez à faire un tapis volant au milieu du désert, vous produisez le minimal de l'intériorité. Et donc ici, qu'est-ce que fait Mies van der Rohe? En fait, il soulève un plan qui produit de l'ombre et dans lequel il va incorporer tous les éléments du vous voyez. Bon. Donc, Mies van der Rohe s'affranchit totalement de l'imitation de la nature. Son alphabet, hein, la source, il n'y a absolument plus aucune référence mimétique à une nature, et certains diront qu'il invente une nouvelle nature, mais moi, ce n'est pas mon propos. Hein. Il s'affranchit de l'imitation et il propose des symboles discrets. Le symbole discret, mais riche de pouvoirs combinatoires, c'est bien l'alphabet. Alors, j'avais dit que il y avait deux mots qui avaient employé. Madame a employé un mot qui m'a beaucoup plu et qui était à mon propos. Je vais vous raconter une autre petite histoire. On est encore un peu dans ça. Bon. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a Donatello et Brunelleschi qui ont l'épaule. Hein, bon. Il y a une histoire vraiment tragique mais sublime que vous connaissez sûrement. Hein. Il y a Lévi-Strauss et André Breton qui sont à Marseille en train d'attendre un bateau pour aller rejoindre les États-Unis. Ce sont des personnages qui ne s'aiment pas. Et il se trouve qu'ils vont partir dans le dernier bateau, hein, et qu'ils vont passer pratiquement un mois sur ce bateau pour rejoindre la Martinique. Ils ne se parlent pas. Et puis, au bout d'un certain temps, quand ils disent un peu con, on s'emmerde, on pourrait essayer de faire quelque chose. Et ils disent, oui, on va essayer de réfléchir. Et ils se proposent de traiter un sujet, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Bon, et là, justement, pour Lévi-Strauss, c'est clair. C'est la réduction du phénomène naturel. Hein? C'est-à-dire que la pertinence d'une forme vient dans la réduction d'une forme naturelle qui entraîne d'ailleurs une permanence de sa lisibilité. Il prend l'exemple pour faire sa démonstration de gouttes de lait qui tombent dans un bol de lait dont le rejaillissement s'apparente à la forme qu'a la couronne du roi. Hein. Quand vous voyez un rond avec des choses et une boule au-dessus, vous dites c'est le roi. Hein, c'est un truc blanc. Or ça, c'est donc il légitime toute pratique formelle à travers la réduction, pas forcément le mimétisme, mais une réduction d'un problème formel. Évidemment, Breton, lui, hein, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'a dit Madame. L'art informel, la spontanéité, hein, l'improvisation, à partir du moment où on ne respecte aucune norme. Hein. Donc l'informel
est quelque chose qui, en architecture, on va peut-être, si j'ai le temps, y arriver, hein, est une idée qui fait son chemin et qui, évidemment, s'est structurée essentiellement en Italie. Il faut bien le dire, j'ai appris l'art informel parce que j'ai fréquenté l'Italie. Alors, maintenant, il faut se poser... bon, il me reste 10 minutes, c'est ça? 8. Bon. Il y a un sujet qui est très important dans notre univers et dans la discussion d'André Breton et de Lévi-Strauss, c'est la place de la peinture. Hein. La peinture, par essence, hein, c'est une imitation. Hein. On a un rapport avec l'œuvre, parce que l'homme a besoin d'œuvres. Hein. L'imagination, elle se structure autour, in fine, d'une œuvre, et elle est imitative. Et on a tendance, et c'est très fort, moi je crois que tout le monde vit ça, à identifier très rapidement l'imitatif au figuratif. Hein. C'est-à-dire que c'est très difficile d'échapper, oh bah ça ressemble quand même, hein, et il y a un sujet en dessous, et ah oui, ça c'est pas, hein. C'est-à-dire que la peinture, hein, elle a ce problème, hein, qui est que... mais vous avez compris qu'avec l'alphabet, on n'est pas dans l'imitatif ni le figuratif. Et comme apothéose de ce qui aurait dû être d'ailleurs la conférence que j'aurais... Maintenant j'arrive à la conférence que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que ici vous avez un tableau de Mondrian. Et si vous voulez, je dois vous le dire parce que je suis un peu bloqué de partout, mais quand même. J'ai, avec surprise, dans une conférence de Paul Ricoeur, il dit, il y a un peintre, c'est Mondrian. Et il explique pourquoi. Alors, hein, donc je vais être en culotte courte, hein, mais si vous voulez, pourquoi? Parce que justement, dans le phénomène de création, enfin, ou plutôt d'imagination, à partir du moment où on peut s'affranchir du mimétisme et du figuratif, on entre dans le processus de l'imaginaire. Et vous êtes d'accord que même sans aller jusque-là, le paysage, l'art du paysage, mais c'est les peintres qui l'ont inventé. Hein. C'est bien un tableau qui, dans un récit, représente un paysage. Quand Constable vous fait un paysage, le paysage qu'il fait, il n'existe pas. C'est plutôt les paysagistes qui vont passer leur temps à copier le tableau de Constable. Hein. Vous le savez, il y a des gens qui ont écrit des bouquins, il y en a des bibliothèques sur ce sujet-là. Hein. Bon, alors, ici, Ricoeur, il dit que Mondrian est le premier artiste à créer la vie sans la copier. Vous voyez, on a les mêmes couleurs des deux côtés. Et si vous dites, ah ben c'est un moulin, il y a du reflet, hein, vous ne pouvez pas échapper. Ah ben pourquoi les
les pales du moulin, ils sortent. Ben oui, là, les lignes, elles foutent le camp, elles ne sont pas closes. Hein. Donc en fait, ça et ça, c'est la même chose. Sauf que l'une est figurative et l'autre est abstraite. C'est la même chose parce que c'est la quête des rapports harmonieux et du rapport d'équilibre que Mondrian produit, après avoir été un grand peintre figuratif, hein, après avoir tout essayé, hein, qu'il produit cette quête du rapport harmonieux, c'est parce qu'il a une ontologie de l'homme. C'est bien au nom d'une représentation de l'homme moderne qu'il pense que c'est l'harmonie des rapports qui est constituée par la notion d'équilibre qui exclut la répétition, l'identité, l'intérieur et l'extérieur. L'univers est est isotrope. Alors, évidemment, vous imaginez que, personnellement, voilà, ce que j'aime, moi, c'est le tissage. C'est la seule chose. Hein. Voilà. Hein, c'est que le tissage, c'est là où pas tout à fait, je flotte, hein, parce que est-ce que le tissage, ça a à voir avec la permanence est une réduction de la nature? Est-ce que c'est vrai que quand on prend des feuilles et qu'on les assemble pour mettre un peu de fraise dans ses mains en tissant un peu 3 feuilles, on pense à ça? Je sais pas. Hein. Moi personnellement, qui suis vraiment un moderno, c'est le tissage, c'est une production de l'homme parlant. Hein. Et évidemment, ça supprime la profondeur, ça supprime la mise en perspective, ça interdit toute centralité, et il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Alors, je ne vais pas commenter. Hein, et vous voyez que, bon, ça vous connaissez. Bon, hein. Pour faire plaisir à André Breton, ça, si vous voulez, c'est le spontanéisme. Bon, alors là, je suis extrêmement prudent, hein, parce qu'il y a eu un rapport de nombre de filles et de garçons. Hein. Si je dis que c'est une femme qui a fait ça, ça ne va pas être bien. Hein. Donc, c'est les hommes qui ont fait ça. Mais en gros, c'est quand même les femmes qui, comme elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas de lieu pour exprimer leur créativité, souvent, on fait des quilts. Hein, aux États-Unis en particulier. Bon. Et donc ça, en fait, ça pour moi, c'est le parcellaire potager du grand ensemble de Sarcelles. On y arrive. Hein. Comment du potager, du kilt de la dame américaine au tableau de Mondrian, on transforme le sol, hein, et on va essayer de montrer qu'ici, il n'y a ni intérieur ni extérieur, ou plutôt, bien sûr, qu'il y a une lutte contre l'intériorité qu'on va essayer de développer le plus rapidement possible. Pourquoi tu te maries? J'ai pas dit, j'ai dit une chose monstrueuse, Laurent? Non, pas du tout. Continue. Bon, d'abord, ça c'est pour vous dire que c'est pas ce que vous croyez, quoi. Hein. Bon. Attendez. Non, je reviens un petit peu en arrière. Non, mais voilà, si vous voulez, la phrase que je voulais vous lire, c'est « voir quelque chose qui correspond à une relation logique sous la forme de quelque chose qui correspond à une représentation visuelle ». En fait, il faut bien comprendre qu'il s'est passé une opération de métamorphose, de métaphore vive dans l'opération qui va conduire au grand ensemble. D'une part, le grand ensemble,
c'est une métaphore du politique. C'est une métaphore visuelle du politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est organiser une communauté humaine essentielle à partir du désordre absolu de la différence et du pluralisme des êtres, en cristallisant l'égalité relative des citoyens. Ce programme, qui est le politique, va trouver sa représentation visuelle dans le tableau de Mondrian, qui va être expérimenté avec la techné architecturale dans le grand ensemble en général. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est que... Je vais essayer assez rapidement de vous montrer deux, trois petites choses du grand ensemble. Mais en gros, pour rigoler, le grand ensemble, son tracé deviendra les aventures des barres parallèles. Et si vous voulez, déjà sur cette photo, vous saurez peut-être, il faut que je vous fasse deux remarques, il n'y a pas deux bâtiments qui sont identiques. Car dans le grand ensemble, l'identicité est interdite. Regardez les barres, elles sont parallèles, il y en a une qui est longue, vous pouvez y aller, il n'y en a pas deux elles sont en même rapport. C'est-à-dire que dans le tableau de Mondrian, la répétition est interdite. Et vous savez que chez Deschtil, bon, Mondrian c'est un sectaire, mais drôlement sectaire, il y a Oud qui ferait en Hollande une série de petits bâtiments comme ça, il est viré. Parce qu'on n'a pas le droit de répéter. La figure n'est pas... Bon. D'autre part, ici vous voyez, et ça c'est quand même très curieux, quand on ne connaît pas, que les bâtiments sont produits par translation. Les entrées sont toujours au nord. Il ne faut pas croire qu'on rentre le long d'arbre. Non. Parce que vous imaginez bien que deux barres parallèles, on crée une intériorité. Et bien évidemment, il ne faut pas créer d'intériorité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une barre? D'ailleurs, je vous tiens à vous dire, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est que sur Wikipédia, il y a une définition du mot barre, comme un bâtiment de grand ensemble. Je trouve qu'il y a des perspectives de lutte, quoi. Si même Wikipédia sait ce que c'est qu'une barre, alors, une barre, c'est donc bien un bâtiment oblong qui est autonome, car ce qui caractérise le grand ensemble, c'est qu'il n'y a aucune déformation dans le rapport de proximité avec une autre. Il est à la fois un objet autonome, si on veut dire, il a sa logique absolument propre, mais d'autre part, il participe évidemment d'une composition générale où il prend sa place. Vous voyez que ici, les bâtiments, on va étudier ces trois barres, elles n'ont pas la même taille, mais par contre, Donc, la question de l'architecture, mettre un bâtiment tout seul, c'est bien. Le deuxième, c'est déjà possible, mais quand il faut mettre le troisième, ça devient compliqué quand même. Et donc, surtout, il faut qu'ils gardent leur autonomie et qu'ils ne créent pas d'intériorité. Alors là, ici, si vous voulez, vous avez cet exemple a été pris pour comprendre aussi que ces barres, pour qu'elles n'aient aucune polarité l'une avec l'autre, elles doivent avoir un fait que le prospect soit un prospect large. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À Sarcelles, c'est une municipalité paysanne qui est obligée d'accepter, le débarquement de la Caisse des dépôts et consignations qui va construire 12 500 logements chez elle. Bon, évidemment, il va y avoir des élections. Il va y avoir des élections et ça va être une municipalité communiste. Vraiment, l'État est une horreur. Et donc, dans le vide, on crée un bâtiment qui est ça. C'est-à-dire que c'est là, on est en France, quoi. Si on a décidé que c'est droit, l'architecte qui arrive, il dit non, il explique à tout le monde, non, il faut se mettre de pied. Et là, vous voyez un petit peu quand même, il faut se fatiguer quand même à mort pour arriver à produire ça. Alors que normalement, si vous voulez, les équipements sont en fait des plaques qui sont toujours avec des figures géométriques
et dont la cour de l'école est le même espace, pour finir, que l'espace du grand ensemble. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'était ça, c'est que dans le travail qui passe de la métaphore politique à la métaphore visuelle dans le grand ensemble, il y a un grand travail visuel. Il ne faut pas croire que les gens qui font les grands ensembles, ils sont complètement nuls. Hein. Vous avez vu le bâtiment, c'est en pierre de taille tout ça, construit. Je vous dis tout de suite, vous pouvez aller voir. Et évidemment, il y a tout le jeu des barres parallèles, mais il y a aussi tout le jeu de l'orthogonalité, dans lequel il ne faut pas construire, il ne faut pas produire un devant et un derrière. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des figures en grec. La grecque, c'est la figure qui autorise des deux côtés à avoir le même statut. Alors, voilà, je termine. C'est que l'apothéose du grand ensemble, et ça c'est ça qui est assez, et la démonstration qui gêne tout le monde, c'est le grand ensemble de Marly-le-Roi. Parce que le grand ensemble de Marly-le-Roi, vous pouvez aller vérifier la cote immobilière de chaque appartement, c'est tout c'est la production d'un espace homogène magistral, mais qui a été une copropriété. Et on ne se tue pas là-bas, quoi. Et même, si vous voulez, il y a des agences immobilières, parce que c'est un marché immobilier très, très généreux. Alors, ce que je voulais là-dedans vous montrer, donc, c'est cette idée, mais c'est cette idée que quand même, M. Lotz, qui a fait ça, il a été contraint, mais c'est son espace global qui l'a conduit à avoir des séjours traversants. Car le séjour traversant est la condition pour que les deux espaces soient équivalents. Et qu'on retrouve donc dans les façades une alternance. Chaque façade est composée de fenêtres de chambres et de fenêtres de séjour, des deux côtés. Donc on a des bâtiments qui sont dans un statut d'homogénéité et dans lequel même, dans certains cas, il y a un travail sur le quinconce, qui permet évidemment de régler cette homogénéité de l'espace en contraignant l'espace, en impliquant la typologie résidentielle des... Bon. Alors, non, ce que je veux dire, c'est la dernière métaphore, voilà. Ah oui, non. J'allais me lever. Oui, donc la métaphore. Vous savez que la plus belle métaphore, c'est celle de Corbu, qui dit... l'homme, il habite un pavillon avec un toit, il est posé sur son petit jardin. L'homme moderne, il a le jardin au-dessus et il est sur piloto. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes à un moment donné où effectivement, nous avons un travail de l'évolution du climat, fait qu'on découvre d'un seul coup que ce que Corbu avait imaginé, le jardin sur le toit, c'est pas si mal. Et les pilotis, on peut faire des villes avec des pilotis, ce qui a été absolument interdit. On était fusillés si on proposait ça pendant quelques années à la ville de Paris. Enfin, ceux qui travaillent à Paris savent ce que ça veut dire, d'arriver. Bon, non, j'arrête, voilà. Non.